Vous cherchez un bien rentable? Découvrez l'offre Sniper de Le Bien Rentable. Un accompagnement 100% personnalisé pour trouver votre bien idéal en moins de 6 mois. Bénéficiez d'un professionnel dédié, de notre service de chasse immobilière, puis d'un accompagnement unique sur l'ensemble de votre projet. Nos experts vous guident à chaque étape, une sélection sur mesure répondant à vos besoins. Tout cela à partir de 4 997 €, satisfait ou remboursé. Lebienrentable.fr, plus que des experts, nous serons vos partenaires. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Hello à tous et bienvenue dans ImoTrotter, votre raccourci vers l'expertise immobilière. ImoTrotter, ce sont des petits épisodes au format court et ludique où j'explore avec vous des astuces pratiques et anecdotes de mon quotidien de chasseur immo. Que vous soyez un novice curieux ou un investisseur aguerri, chaque épisode de ImoTrotter est conçu pour vous offrir des informations précieuses en un temps record. Si vous aimez ce nouveau format, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et surtout de le partager avec vos amis. Alors attachez vos ceintures et c'est parti pour un nouvel épisode d'ImoTrotter. Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la patate en cette nouvelle semaine. C'est Jérôme, je suis ravi moi en tout cas une nouvelle fois de vous retrouver pour un épisode qui va être un petit peu différent des précédents. Les 2 dernières semaines, je vous ai partagé des interviews et des parcours d'investisseurs et d'investisseuses. Donc voilà, qui vous ont plu, c'est trop cool. Donc on a eu la semaine dernière Camille qui intervenait donc sur la partie donc investissement IMO, comment elle a fait pour se libérer du salariat, quelle stratégie elle a mise en place pour ensuite quitter son taf et puis développer une expertise ultra poussée, ultra pointilleuse sur l'investissement dans les sacs à main de luxe. Donc voilà, un petit sujet de niche qui vous a bien plu. Et la semaine précédente, j'avais le plaisir également d'accueillir Nicolas Todo qui nous vient du sud de la France et qui lui est expert vraiment du self-stockage urbain, un épisode pareil, très niché. Donc voilà, les 2 derniers épisodes, c'était des choses assez nichées qui vous ont bien plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez d'autres thématiques, d'autres petits angles que vous aimeriez que je développe. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à chaque fois à aller vous chercher des invités qui sont, qui ont des expertises particulières entre guillemets. Ça permet d'avoir vraiment un éventail de ce qu'il est possible de faire dans le monde de l'investissement. Et moi, ça m'enrichit. C'est un truc de ouf. À chaque fois que je fais des interviews, j'apprends tellement de choses, je partage tellement de bons moments que voilà, j'espère que vous le ressentez également. Les amis, ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas mis de petites notes sur Apple Podcast ou Spotify. C'est hyper important pour moi, ça permet de ranker le podcast, de toujours bien le placer. Donc voilà, si tu écoutes ce podcast et si tu m'as pas encore laissé de petites notes sur Spotify, Apple Podcast, je te remercie par avance de prendre 2 minutes pour le faire. C'est hyper important et j'arrête de quémander, c'est promis. Alors tu le sais, depuis que je fais ce podcast, je démarre toujours par les actualités de GG. Donc voilà, les actualités de GG, quelles sont-elles ? GG, il a pris un petit coup de vieux. J'ai fêté mes 36 ans le 25 octobre dernier. Donc j'en ai profité, tu l'as peut-être vu sur les réseaux, pour couper avec un petit break dans le Finistère Nord. J'en avais déjà parlé, j'adore ce coin, je me ressource et tout. Bon bref, c'était trop bien. Et à l'occasion justement de cet anniversaire, j'ai décidé de proposer, d'organiser un petit jeu concours, voilà, qui va être bien sûr entièrement gratuit, tu t'en doutes. Un petit jeu concours dans lequel je vais te faire gagner un accompagnement dénicheur de pépites, le challenge dénicheur de pépites. Donc la valeur de ce challenge aujourd'hui, elle est de 997 €. C'est un accompagnement sur 9 semaines qui apporte des résultats absolument incroyables à tous les élèves qui le font. Je vous partagerai très prochainement sur les réseaux des témoignages des derniers élèves avec qui on voit vraiment l'avant et l'après participation à cet accompagnement. Donc voilà, je t'invite, si tu le souhaites, si tu veux avancer, accélérer, prendre un grand coup de pied dans les fesses pour démarrer vraiment ou accélérer tes projets d'investissement, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est participer. Donc tout ça se passe bien sûr sur Instagram. Tu auras les modalités et les règles à respecter dans le post. Donc je te souhaite par avance une bonne chance. Sans transition aucune, on va basculer sur la partie business immobilier et tutti quanti.
Alors sur la partie locative. Alors je vais vous donner déjà un petit tips. Je ne sais pas, j'en ai parlé l'autre jour à un copain qui me dit qu'il faisait jamais. Mais vous avez sans doute reçu vos fameuses taxes foncières qu'on est très ravis de payer. Moi pour ma part, cette année ça a frôlé les 10 000 euros. Je suis un tout petit peu moins de 10 000 euros de taxes foncières, donc ça commence un petit peu à piquer sévère. Néanmoins, vous avez sur les taxes foncières, vous avez une taxe d'ordure ménagère que vous pouvez imputer au locataire. Donc voilà, c'est quelque chose, je ne sais pas si vous y pensez à chaque fois, moi c'est quelque chose, sur le tout début que j'avais mes biens, j'y pensais pas, mais néanmoins, c'est quelque chose que vous êtes en droit de récupérer. Donc voilà, je vous invite vraiment à screener la petite partie de votre taxe foncière où vous avez les ordures ménagères et d'appliquer un prorata du coup à vos locataires. En fonction du nombre de lots que vous détenez, en fonction de la durée de présence, en fait, la date d'entrée finalement, et vous pouvez récupérer quelques centaines d'euros. Donc voilà, ça c'est un petit tips, je ne sais pas si vous y pensez, mais c'est assez important. Donc moi j'ai récupéré pour l'instant à peu près la moitié de ces taxes d'ordures ménagères, et ceux qui ne m'ont pas encore payé, je vais leur faire une petite piqûre de rappel en ce début de mois. Donc voilà, petit tips au passage. Autrement, les actualités de GG, c'est quoi ? J'ai remis un appart là en loc, un appart patrimonial que j'ai sur Rennes. J'ai eu un switch de locataire il y a 3 semaines de ça, où j'avais passé d'ailleurs une matinée de travaux pour remettre ça en état, parce que les précédents locataires, ils avaient un gros chien dans l'appart, j'étais pas au courant, en plus j'étais un peu vénère. Et en fait, ce chien-là m'avait déglingué toutes les plaintes, plus un peu les murs sur la partie basse. Donc j'ai passé une matinée entière avec mes parents à me retaper toute la peinture, plein de finitions. Bon bref, c'est comme ça fait partie du taf. Et là, au switch de locataire, j'avais également d'autres petits travaux à effectuer, comme le remplacement du WC, des petites reprises élec au tableau. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait installer, une nouvelle hotte parce que la précédente était morte. Enfin bon bref, différents petits travaux. Clairement, moi je suis pas spécialement manuel. C'est pas, enfin voilà, hormis la peinture et la pose de sol, j'ai envie de dire, le reste, je suis pas bon et ça me saoule. Donc j'ai fait appel en fait au site Allo Voisin. J'ai trouvé des artisans auto-entrepreneurs pour me faire ces petits travaux. Donc je suis content parce que ça m'a permis d'étoffer un petit peu encore plus mon réseau d'artisans local. Sur des petites tâches comme ça de bobologie, j'ai envie de dire. Moi j'ai pas trop de valeur ajoutée à aller le faire et voilà, donc j'ai trouvé des artisans. Donc c'est pareil, ça prend un peu de temps tout ça, faut pas le sous-estimer, parce que je suis allé acheter le matos moi-même dans les Leroy Merlin et et Castorama. Donc voilà, mais ça y est, jour férié le vendredi 1er, là j'étais avec Paul, mon petit garçon, qui est venu m'aider à déposer tout ça. Il était content de voir l'appart, et puis c'est assez rigolo parce que en 2022, quand j'ai acheté cet appart et quand il était en travaux, quand j'avais fait les travaux de rénovation, une partie, notamment la partie peinture, il était là déjà, le petit bonhomme. Il nous aidait à passer le balai ou des petites bêtises pour s'occuper, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est assez rigolo, et puis on construit ça aussi avec ma femme pour nos enfants, donc je trouve ça chouette aussi qu'ils puissent visiter les appartements. Je commence à gentiment, il a 4 ans, mais j'explique gentiment pourquoi on fait ça, quel est l'intérêt de le faire, etc. Donc je le mets avec des mots compréhensibles pour un enfant, mais je dis voilà, ça c'est un appartement que papa et maman ils ont acheté, et puis je lui dis, ils prêtent à des gens pour que les gens ils habitent dedans, et tu vois, un jour ce sera pour toi et Anna. Bon bref, même si je l'aurais revendu entre temps, mais bon, peu importe. Donc voilà, donc j'essaye aussi d'impliquer maintenant qu'il grandit un peu, et puis il prend beaucoup de plaisir en plus à venir avec moi. Je pense qu'un jour, si par exemple je dois le garder pendant les vacances et que j'ai des visites immobilières de prévues, potentiellement je pourrais l'emmener avec moi parce que ça l'amuse. Donc, et peut-être que je vais faire naître en lui une vocation. Donc voilà, ça c'est sur la partie bien personnelle, on va dire. À titre de marchand de biens, alors ça y est, ma maison est enfin en vente depuis la fin de semaine dernière. Mon projet d'achat-revente de détachement de terrain, donc le terrain je l'ai déjà vendu en fin septembre, et donc là ça y est, la maison est officiellement en vente. Donc j'espère qu'elle va partir rapidement, forcément. Je suis très content du produit fini, franchement on a fait une petite pépite.
J'essaierai de faire du contenu là-dessus, peut-être une vidéo YouTube, une grosse vidéo YouTube où je vous détaillerai l'opération, et enfin je vous présenterai du moins les travaux, etc. Et puis certainement quelques réels également sur Instagram. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné sur Instagram, je t'invite à me rejoindre. Tu as le lien dans la barre de description, hein, comme d'habitude. Donc voilà, la maison est en vente, c'est trop cool. Et puis j'enchaîne. J'ai signé un compromis également la semaine dernière pour acheter deux lots, deux petits appartements, deux studios, un de 19 mètres carrés et un autre de 23 mètres carrés, pour un projet de marchand, donc des appartements pareils à venir rénover et à revendre. Donc sur le papier, c'est pareil, c'est une opération qui devrait me rapporter entre 20 et 25% de marge. Donc voilà, donc il ne reste plus qu'à trouver un financement, soit financement bancaire, ou alors je vais encore, je pense d'ailleurs, prioriser ça, à savoir le financement avec des particuliers. C'est vrai que les deux premières opérations, je les ai financées comme ça, en empruntant de l'argent à des personnes, hein, qu'on rémunère avec bien sûr de l'intérêt. Donc voilà, certainement que je vais m'orienter, je pense, sur cette stratégie-là, parce que les banques, c'est quand même hyper chronophage. Donc voilà, donc c'est trop cool. Ça s'enchaîne sur la partie marchand. Et autrement, partie business et investissement également, je suis en attente. Tu l'as peut-être vu sur Instagram, et je ne sais même plus si j'en ai parlé la semaine dernière dans le podcast. Pendant mes vacances, week-end prolongé la semaine dernière, où je suis parti dans le Finistère Nord, il s'avère qu'il y avait une laverie qui venait de tomber en vente sur le marché. Donc je suis allé la visiter, et je suis en attente du bilan de la personne là, pour voir si les chiffres sont cohérents par rapport à son prix de vente, s'il y a une négo à faire ou quoi. Voilà, c'est quelque chose sur lequel je m'intéresse doucement, parce que je pense que c'est un bon moyen de se diversifier. C'est quelque chose qui, sur le papier, pas trop chronophage, et voilà, j'attends de voir, j'y vais à tâtons là-dessus, et puis dans tous les cas, ça me permet de monter en compétences et en expérience sur ces types de business-là, que ce soit laverie, peut-être des car wash, des choses comme ça qui me plaisent plutôt bien, sur lesquelles je vois beaucoup d'intérêt. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, voir si je vais plus loin dans cette acquisition ou non. Et enfin, autre nouveauté, entre guillemets, j'ai ma date de conférence rennaise, les amis. Ça y est, je vais donner ma première conférence à Rennes. La date a été arrêtée, la salle est réservée, donc ça va être une première expérience pour moi. J'ai très hâte, franchement, c'est un exercice en fait que je repoussais depuis longtemps. Je sais même pas trop pourquoi. Syndrome de l'imposteur sans doute, mais en fait je me dis que j'ai trop de choses à apporter, et vraiment j'ai envie de partager, de rencontrer aussi les personnes qui vont être sur le bassin rennais, hein. Là c'est une première conférence que je vais faire en physique dans un hôtel. Il y a 30 places, les amis, il y aura que 30 places. Si en poussant peut-être les chaises, il y en aura peut-être 35 grand maximum, mais je voulais un truc assez intimiste, assez cocooning, pour voir déjà, pour me tester, hein. Je vais pas me mettre devant 100 personnes et puis bégayer et parler chinois, mais bon, je pense que ça va bien se passer. Si tu me suis depuis des années maintenant sur le podcast, j'aime parler, j'aime fédérer, j'aime partager, donc ça devrait bien se passer. Ce sera en toute convivialité et bienveillance, comme ça me caractérise bien, donc voilà. Je mettrai bientôt un petit questionnaire à disposition pour les inscriptions. Je ferai du tri, les amis, c'est comme ça. Je prendrai que les personnes les plus motivées à passer à l'action rapidement, mais voilà. J'ai envie de vous aider, vraiment, ça fait partie je sens que ça bouillonne en ce moment là. J'ai besoin d'aider un max de personnes, donc ça passera au démarrage par cette conférence présentielle à Rennes. Donc plus d'informations dans les semaines à venir. Donc on est lundi 4, c'est dans 3 semaines, hein, mine de rien. Donc je pense que dans les 2 prochains épisodes, je te donnerai un peu plus d'infos. Mais si potentiellement tu es intéressé, tu peux déjà noter la date dans ton agenda. Et enfin, les amis, je vous fais un petit rappel. Vous avez donc dans la barre de description, bien sûr, des ressources gratuites à télécharger. Et vous avez également une offre sur le site lebienrentable.fr où vous avez votre premier mois
à 1 euro avec un code promotion. Donc voilà, si tu es en recherche de biens, si tu veux tester la plateforme, voir un petit peu à quoi ça ressemble, et ben écoute, tu peux tester pour 1 euro ton premier mois pour pouvoir trouver des biens rentables partout en France, des biens qui sont triés sur le volet, qui sont analysés sur la partie travaux, qui sont analysés sur la partie rénovation énergétique, sur la partie optimisation de stratégie, avec les loyers qui vont en face, etc. C'est une dinguerie, c'est dans la barre de description. Et d'ailleurs, je termine là-dessus et après je vais vous passer le podcast, l'épisode du jour. Si tu es également en recherche, mais que tu n'as pas le temps de chasser toi-même et que tu ressens le besoin également de te faire accompagner sur un projet pour être mentoré, pour être sûr de bien faire les choses, à travers le site Le Bien Rentable, on a une offre qui s'appelle l'offre Sniper, où en fait on se charge de tout. On établit un cahier des charges avec toi. Et nous derrière on active notre réseau pour aller trouver le bien qui te correspond et derrière on t'accompagne vraiment sur tout ton projet, on est à tes côtés, on est vraiment c'est toi qui fais les choses, bien sûr, l'idée c'est de retransmettre aussi notre savoir et de te former au fur et à mesure sur ton propre projet. Donc voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien écoute, sur le mois de novembre il nous reste une place de disponible et sur décembre il nous reste 2 places de disponibles. Donc n'hésite pas à regarder dans la barre de description pour réserver du coup un appel avec l'un de nos experts qui pourra t'aiguiller sur la faisabilité ou non de ton projet. Pareil, on est assez exigeant sur les profils de clients qu'on sélectionne. Mais voilà, si tu veux passer à l'action rapidement, de manière sécure, et puis en déléguant surtout la partie chasse qui est quand même assez chronophage, on va pas se mentir, eh bien écoute, cette offre-là, elle est mortelle, elle plaît à fond. Donc on a encore quelques petites places, on prend les clients au compte-gouttes, encore une fois. Donc tu as le lien dans la barre de description pour sélectionner ton petit appel. Allez, sans transition les amis, je vous laisse en compagnie de moi-même et de Julien et Marie surtout sur le podcast, sur l'interview que j'ai réalisée chez eux il y a quelques mois de cela. Je vous souhaite une très très belle écoute. Encore une fois, ça va vous donner un petit peu des billes sur la chasse immobilière, sur les bonnes pratiques à avoir. Et puis je te souhaite une très très belle semaine. À très très vite. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Quitte le Boomer Dream. Aujourd'hui, on reçoit un nouvel invité, Jérôme de la Fabrique des Investisseurs. Bienvenue Jérôme. Salut à vous deux, merci pour l'invite. Je suis très content d'intervenir du coup entre amis podcasteurs pour le coup. C'est ça, exactement. Donc, aujourd'hui de voir un peu d'un côté ton parcours d'investisseur, qu'est-ce qui t'a un peu amené à l'immobilier, parce qu'en plus j'ai cru comprendre que tu avais eu une autre vie avant en tant qu'opticien, donc ça va être intéressant de voir cette transition, comment tu as pu évoluer de ce côté-là. Et puis dans un second temps, un peu je pense ta deuxième casquette que tu as depuis quelques années, qui est d'être chasseur immobilier. Et yes. C'est vrai que dans ce podcast, on n'a pas trop eu l'occasion de parler des chasseurs immobiliers et spécialement un peu de la chasse, comment trouver vraiment les meilleures affaires immobilières. Donc ça fera un peu l'objet de la deuxième partie de cet épisode. Si tu veux, on peut commencer. On a toujours l'habitude de poser une question quand on reçoit un invité sur le podcast, c'est de demander quel a été ton pire investissement. S'il y a vraiment un investissement, ça peut être boursier, immobilier, ou même parfois en temps, ou par exemple on a eu l'occasion d'avoir des chefs d'entreprise qui avaient fait des investissements dans des salariés, tu vois, en termes de temps. Ok. Quelle a été vraiment l'action où tu t'es dit après coup, si vraiment j'avais pu éviter celle-là, je me serais épargné vraiment des gros soucis de temps, de perte d'argent ou juste en termes de charge mentale. Ok, très bonne question. Très très bonne question. Alors ça va pas être un investissement IMO dans tous les cas, parce que bien que j'ai eu certaines galères sur des projets, mais j'ai envie de dire qui n'en a pas. Je suis content de tous les investissements qui ont été réalisés. Ça va concerner un investissement plus exotique. Donc moi je suis investisseur IMO beaucoup, mais j'aime bien être diversifié, donc pas mal de crypto, pas mal de bourse, etc. Et il y a 1 an et demi ou 2 ans de ça, je me souviens être en soirée et on me parle d'un petit truc, un investissement exotique qui s'appelait à l'époque Juicy Fields. Je sais pas si ça vous parle. En gros, c'était le principe, c'était d'investir dans des champs de cannabis aux Pays-Bas. Oui. Ah d'accord. Non, c'était de la culture à destination du paramédical. Voilà. Donc c'était l'idée globale. Et donc j'avais posé 500 € à l'époque sur la table. Je me suis dit allez, j'y vais tranquille, hein, parce que c'est jamais que des on-dit. Même si j'avais un peu étudié le truc, j'avais pas approfondi de ouf.
Et il s'est avéré que c'était un gros scam, un gros Ponzi qui s'est effondré quelques mois après. Donc voilà, bon, j'ai perdu 500 euros et ça a été un très bon rappel à moi-même parce que bien que je suis plutôt prudent, on va dire, même j'ai une stratégie agressive, mais en général je vérifie et j'approfondis les choses. Là, je l'ai pas fait et ça a été un petit rappel à moi-même en me disant, Jérôme, tiens-toi à ta stratégie initiale. D'accord, ouais. Et en plus de se dire, je pense que c'est toujours pareil, c'est qu'il y a jamais de miracle en investissement et qu'en général, Exactement. s'il y a un gros retour sur investissement, c'est soit que le risque est énorme, soit que derrière il peut y avoir un Ponzi, une arnaque, un scam, et qu'effectivement on peut se faire avoir là-dessus. Exactement. Donc voilà, c'était très bien. Ça m'a fait du bien voilà, petit rappel à l'ordre. Exactement. Bon, je pense que ce qui est rassurant au final, c'est que tu as mis que 500 euros, donc j'imagine que ça n'a ça pas impacté ton parcours, mais au moins ça fait une piqûre de rappel, quoi. Non, exactement. Et puis pour le coup là, j'avais vu des articles dans la presse par la suite où tu avais des personnes qui avaient posé des gros billets sur la table, genre des 10 000, des 15 000, des 20 000 balles et qui ont tout perdu. Donc bon, je me suis dit mine de rien. Finalement, je suis pas à plaindre. Exactement. Ok. Bon, merci déjà pour cette anecdote. Si tu veux prendre maintenant 2-3 minutes pour te présenter, dire un peu les différentes activités que tu as et faire déjà un rapide petit tour sur ton parcours. Yes, donc moi pour le coup je m'appelle Jérôme, j'ai 35 ans, je vis autour de Rennes, je suis marié depuis bientôt 5 ans, ça passe vite, et j'ai 2 enfants en bas âge, Paul et Anna, qui ont un peu plus de 3 ans et demi, un peu plus d'1 an et demi. Donc, dans mon ancienne vie, tu le disais, j'étais opticien. J'ai été opticien de mes 19 ans où j'ai été diplômé jusqu'à mes 30 ans. Et en fait, durant très jeune, quand je suis sorti d'études, en fait, donc je suis rentré très vite dans la vie active, et j'avais déjà cette logique de, je veux pas être locataire. Il faut capitaliser. Mes parents ont toujours été propriétaires, des revenus modestes, mais ils ont toujours été propriétaires de leur logement, et au fur et à mesure où on a grandi, ils ont upgradé leur résidence principale. Donc j'avais un petit peu cette vision de l'immobilier, mine de rien, ça permet d'avancer dans la vie. Et donc en fait, dès mes 21 ans, j'ai acheté un appart parce que je suis resté 2 ans chez eux, là où tous mes potes avaient pris des apparts post-études pour être indépendants, tout ça. Non, je dis moi je reste chez papa, maman, je mets à balle de côté, et c'est ce qui m'a permis de constituer un apport du coup pour acheter mon premier appart à 21 ans. Que j'ai arbitré, donc ça c'était en 2010, et je l'ai arbitré en 2021. Donc on en reparlera un petit peu après. Donc ça c'est ma découverte avec l'immobilier. Ça a été ma résidence principale. Donc j'ai été opticien pendant un peu plus de 10 ans, 11 ans, 12 ans, je sais même plus trop. Et arrivé la trentaine, petite remise en question, tu te dis putain Jérôme, il y a déjà 10 ans qui se sont passés. Ton salaire, il a évolué de 300 balles en 10 ans. On gagne pas très bien notre vie dans l'optique en tant qu'opticien. Et donc là, grosse remise en question. Et à l'époque, j'étais responsable d'un magasin, mais je me gérais seul. En fait, c'était un magasin de campagne, donc j'avais énormément de temps libre. Clairement, sur une journée de 9 heures de présence, j'étais occupé 4 heures, et le reste du temps, il fallait que je m'occupe. Et donc, c'est là où j'ai commencé à creuser certains sujets, comment devenir riche, des recherches vraiment bateau. Et j'ai passé énormément de temps à faire des recherches, à passer du temps sur YouTube, à lire, et c'est là où je me suis rendu compte que l'invest IMO c'était une fenêtre de tir assez incroyable pour se développer financièrement et également s'épanouir en fait, parce que le sujet m'intéressait énormément. Donc j'ai acheté une première formation qui m'a permis de me mettre les pieds à l'étrier, mais ça m'a pas poussé à l'action. Et ensuite, j'ai intégré un mastermind avec des Bretons autour de chez moi. Et donc là, le fait d'avoir un petit réseau d'investisseurs locaux, on va dire, ça nous a plus poussé tous les uns les autres à passer à l'action. Et donc, en 2019, je me suis formé. 2020, j'ai fait mes premiers achats. Donc 2020, j'achète avec ma femme un premier immeuble de silo. En parallèle de ça, j'achète une colocation avec 2 potes qui n'y connaissaient rien à l'époque. Donc voilà, on achète ça ensemble. Et après, s'enchaîne un deuxième immeuble de 4 lots, un appart plutôt patrimonial sur Rennes. J'arbitre entre-temps mon ancien appart. J'achète ma résidence principale dans laquelle je suis aujourd'hui, plus divers projets d'achat-revente. Donc voilà. Donc ça, c'est le background, on va dire, d'investisseur personnel. Et donc ça se passe entre 2020 et aujourd'hui. Donc on est monté assez vite en
en endettement. En 2 ans et demi, on a emprunté un peu plus d'1 million d'euros. Donc, ce qui est pas mal, quand je prends un petit peu de recul, je me dis que c'est chouette parce que avec des revenus tout à fait modestes, tu vois, il y a peu de fois dans notre vie, on a gagné plus de 4 000 euros à deux, et en plus en assumant 2 enfants en bas âge, on n'a pas trop mal joué notre coup pour savoir quoi dire au banquier à quel moment. Ça, c'est très important, surtout toi, Marie, tu le sais sans doute. Non, c'est toi, Julien, pardon, qui est en banque. Ouais. Donc, voilà. Donc t'es bien placé pour le savoir. Et donc voilà. Et donc suite à ces 2 premiers investissements ou 3 premiers, je sais plus, mon parcours à titre personnel, je postule en fait sur une entreprise nationale d'investissement locatif clé en main. Je ne citerai pas le nom pour pas leur faire de pub parce qu'on s'est pas quitté en bon terme. Et donc pendant ces 3 ans-là, en fait, je suis responsable de projet sur l'Ouest, donc Rennes, et puis à 1h30 autour de Rennes, je gravite. Et donc en fait, mon job, c'est d'accompagner les gens dans leur acquisition. Donc je fais le métier de chasseur immobilier pour vulgariser les choses, mais mon job est un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire que je trouve les biens, je coordonne les travaux avec des entreprises locales, et ensuite je redonne les clés du projet une fois que le bien est mis en location. Okay. Et donc c'est là où en fait mon expertise qui était présente, certes, c'est pour ça que j'ai été recruté, et le recrutement a duré plus d'1 an, donc ça a été ça a été compliqué d'obtenir le job. Et bien c'est là où en fait je suis monté en compétence à vitesse grand V, parce que en l'espace de 2 ans et demi, 3 ans de job, j'ai fait plus de 80 projets pour des clients pour un peu plus de 8 millions d'investissements. Et donc en fait j'ai vu énormément de cas de figure, de problématiques. Et en fait j'ai appris encore plus que ce que j'avais appris à titre personnel. Voilà un petit peu dans les grandes lignes. Ok, super. Et en plus, en parallèle, du coup, tu as lancé ton propre podcast il y a 3 ans. Exactement, ouais, la fabrique des investisseurs. Et c'était du coup en parallèle de quand tu as commencé un peu ton activité de chasseur IMO. Exactement. Je me suis dit en fait que j'ai toujours été passionné par la transmission. Alors, oui. Toi, la petite anecdote, c'est que je vais parler au passé, ça fait un moment que j'ai pas pratiqué, mais j'étais musicien, on va dire, j'étais batteur, et très jeune, dès 18, 19, 20 ans, en fait, je donnais des cours dans mon appart, du coup, ou chez mes parents à l'époque, ça dépendait. Et donc j'adore transmettre, ça fait partie de moi, ça fait partie de mes valeurs. À partir du moment où je pense être expert d'un domaine ou avoir des connaissances, c'est important pour moi de les redistribuer. Et donc le podcast, à l'époque il y avait la chaîne YouTube aussi. C'est un des moyens pour moi hyper facile, tu vois, c'est juste génial. On a branché le micro, il n'y a pas de problème de technique, on parle entre nous, et c'est tellement agréable en fait de partager. Et puis ouais, donc ça va faire un petit peu plus de 3 ans. Bon, on te rejoint à 100% là-dessus. Hein. C'est exactement la même raison qui nous ont poussé à nous lancer sur le podcast, c'est qu'en fait c'est simple. Puis même parce que on va dire qu'il y a plusieurs manières de transmettre de la connaissance, mais par exemple on peut imaginer il y a héberger un site internet. Bon, c'est un petit peu plus chronophage, qu'il faut créer le site, il faut le faire vivre. Et si tu mets un forum, ça fait vite du temps de modération qui peut être assez chronophage. T'as la chaîne YouTube où ben là t'as, on va dire, la complication un peu vidéo, où il faut être capable d'être qualitatif. Ça demande, je pense déjà en plus un investissement qui est plus élevé au départ pour avoir une caméra d'une belle qualité. Plus le montage vidéo qui est quand même beaucoup plus chronophage que le montage audio. Et finalement le podcast c'est un peu au milieu de tout ça, et un peu le plus simple, je pense, pour apporter justement de la valeur, et surtout en se dégageant le maximum de temps, parce que j'ai cru comprendre que tu étais bien occupé. C'est vrai que c'est aussi notre cas. Je m'ennuie pas, ouais. On arrive à faire de la créativité sans être toujours en train de courir partout. Exactement. Ok. Et peut-être pour revenir sur ton parcours, donc j'ai compris que tu investissais dans l'ouest de la France. Comment tu as choisi de tes endroits où tu investissais, plutôt dans les grandes villes ou justement plutôt dans les endroits un peu plus ruraux pour chercher de la renta? Quelle a été un peu ta stratégie là-dessus? C'est une très très bonne question. C'est d'ailleurs la question, je pense que, alors, je fais aussi de l'accompagnement web pour le coup, et quand je rencontre un prospect, que ce soit pour des clients locaux ou un coaching web, je démarre toujours par ça. Et t'as bien fait de poser la question. Pour moi, une zone de recherche se définit par rapport à des objectifs. Voilà, et par rapport à un profil investisseur. Moi, j'adore parler de profil investisseur parce que, en l'occurrence, vous êtes plus jeune que moi. On a, une petite dizaine d'années d'écart. Et donc, en fait, les objectifs de vie, les ambitions, le temps disponible,
le job, etc. Enfin, on va dire que tout ce qui va encadrer la vie personnelle va être différent d'un moment et un autre de la vie. Et donc, en fonction de ces objectifs-là et de ces dimensions, on peut avoir des projets qui vont être différents. Donc, je prends un exemple très simple. Un père de famille qui travaille 40 heures semaine, qui a 2 enfants à gérer, aura moins de temps, moins d'énergie, moins de temps de cerveau et plus de responsabilités, etc. Donc, potentiellement, sa zone de recherche doit être plus concentrée autour de chez lui parce qu'il n'a pas le temps de passer 6 heures en visite le week-end, etc. Donc, déjà, faut un petit peu faire le bilan de sa situation. Et donc, moi, c'est ce que j'avais fait à l'époque. Je me suis rendu compte, donc mon fils venait de naître à l'instant. Le premier bien, je l'ai cherché à 1 heure autour de chez moi. 1 heure autour de chez moi parce que j'estimais que c'était le temps maximal qu'il fallait que je passe sur la route pour pouvoir tout gérer, on va dire. Donc, j'ai cherché une ville à l'époque où le prix au mètre carré était inférieur à 1500 euros, tu vois, c'était pour être très rationnel, hein. 1 heure de chez moi, en dessous de 1500 euros, et j'ai démarré mes recherches par là. Le tout premier, c'était ça. Ok. D'accord, donc en plus tu avais vraiment cette logique de te dire si on veut de la rentabilité, faut entre guillemets acheter pas cher parce que on a souvent moins de différence, on va dire, entre le prix à la location et le prix au mètre carré dans les endroits où justement on est en dessous de 2000 euros pour ce du mètre carré. Et dès le début, tu t'étais dit si direct je vais dans une grande ville à 3 ou 5 000 euros le mètre carré, ça va être compliqué d'avoir de la rentabilité, ça va être compliqué d'avoir du cash flow et ça va être compliqué de enchaîner les investissements. Donc tu avais quand même déjà cette idée de te dire il y en a un premier, mais il y en aura d'autres. Donc il faut. J'avais alors pour se remettre, et ça va expliquer la suite, pour se remettre dans le contexte du Jérôme d'il y a 5 ans, quand j'ai démarré à investir, j'étais malheureux en tant qu'opticien. Vraiment, il y avait une douleur qui était très présente, donc il fallait que j'aille très vite dans mes investissements, il fallait que ça s'enchaîne. Pour que ça s'enchaîne, il fallait que les investissements soient ultra rentables et il fallait du coup du cash flow très positif. Et donc je suis allé forcément sur des secteurs autour de chez moi où les zones étaient à potentiel. Donc ouais. Ok. Et ce premier bien, tu le trouves comment ? Je le trouve comment ce premier bien en recherchant sur le Bon Coin, tout simplement en recherchant sur le Bon Coin. La petite anecdote, c'est que je pars en voyage de noces en Thaïlande et c'est un pote à moi qui va le visiter, qui me dit Jérôme, c'est de la bombe, positionne-toi. Je fais une offre à distance, sans le voir. Et en fait, les choses s'enchaînent assez vite. Ouais. Ok. Et c'était un ami qui s'y connaissait dans l'immobilier. Oui, tout à fait. C'était pour le coup, c'était le responsable du mastermind, on va dire, sur lequel j'avais adhéré à l'époque. On va dire qu'il y a quand même une certaine expérience, parce que des fois je me dis ça peut un peu faire peur parce que quand on commence, même si les débuts dans l'investissement, forcément on a un peu une méthodologie, une façon de chercher. Tu te dis tu peux pas envoyer n'importe qui que tu connais, même si tu as confiance dans la personne pour se donner un avis, parce que forcément c'est non, pour le coup j'avais entièrement confiance en lui, mais c'est vrai que le bien qu'on a acheté était clairement il était éclaté au sol, hein, on va pas se mentir. Pour vous donner la petite anecdote, ma femme ne l'a pas vu avant qu'on soit propriétaire. Elle me faisait confiance. Quand elle l'a vu, elle m'a dit Jérôme, c'est de la merde ce que t'as acheté. Et mon père, quand il est venu voir ça pour la première fois, il m'a rien dit sur le coup. Et j'ai appris à post-coup que le soir même, il en avait pas dormi de la nuit. Il s'est dit mais mon fils, il a fait une connerie. Tellement c'était tout à refaire. Enfin bref. Oui. Voilà. C'était une opération full travaux. Si j'ai compris, c'était silo, donc 6 appartements. Ouais. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Ouais, c'est déjà beaucoup pour une première opération. J'étais dans cette volonté d'enchaîner, ouais. Ok. Ouais, parce que j'imagine ça fait direct une opération à 300 000. Exact, 340. Ouais. Ok. Ouais, parce que j'ai l'habitude de compter sur, on va dire que dans la plupart des villes, si on a 1500, 2000 euros le mètre carré, on va dire qu'un appart c'est entre 40 et 50 000 euros. Donc en général, si tu me dis silo, c'est comme ça que je compte pour savoir rapidement. Et c'est vrai que pour une première OP, c'est déjà costaud, quoi. Parce que nous, on avait commencé à toute première OP, on était à 50 000 euros, on était vraiment sur un appartement. Donc en vrai, démarrer direct avec silo. Et j'imagine, t'as quand même eu une certaine pression, non, de te dire est-ce que ça va marcher, pas marcher. Alors. Ouais, je savais que les chiffres étaient très bons. Je le savais dès le début. Après, t'es bien sûr un premier invest. Tu te poses quand même 1001 questions. J'ai
passé beaucoup de temps à le rénover, cet immeuble. J'ai quasiment passé 6 mois à faire des allers-retours tous les week-ends avec un bébé en bas âge, donc ça a été une période qui n'a pas été facile. Et la grosse erreur que j'ai fait sur ce projet-là, parce que c'est important de parler des erreurs, c'est ça qui fait avancer et grandir, c'est que je suis passé à côté d'une toiture amiantée qu'il a fallu changer. L'agent IMO en fait me disait que en fait, on observait des fuites en fait sur les Velux. Et elle me disait non, mais c'est les Velux qu'il faut changer. J'ai déjà fait faire un devis, etc. Donc en fait, oui, j'avais un devis à l'appui à, je crois, 14, je sais plus, ouais, 12 ou 14 000 euros, un truc comme ça. Sauf que quand le même couvreur est revenu, qui commence son installation, ça c'était post-achat. Il me dit, en fait non, la toiture est amiantée, je peux pas intervenir. Ah, là en fait, là ça a été vraiment la galère parce que il voulait plus intervenir et en fait la toiture, j'ai fait venir d'autres professionnels de l'immobilier, ils m'ont tous dit en fait elle est morte ta toiture, faut vraiment tout refaire. Et donc au final ça a été une très grosse galère. Alors en bon élève, j'avais prévu une enveloppe travaux supplémentaire, j'avais prévu 20% de plus que tous mes travaux que j'ai grillé dès le début pour changer ma toiture qui m'a coûté un peu plus de 40 000 euros je crois. Donc en fait tu démarres, t'es dans le dur, tu vois. J'ai passé quelques nuits au plafond à pas dormir en ressassant, mais toujours en gardant la ligne directrice et c'est mon mantra de toujours, c'est Jérôme, t'en rigoleras dans 10 ans. Je me suis toujours gardé ça en tête, tu vois. En fait, assume, t'es grand, t'as 30 ans, assume, fais ton truc, ça va le faire. Et c'est en gardant cette ligne de conduite que tous les week-ends j'y suis retourné et que l'immeuble maintenant il tourne bien, hormis un souci d'impayé en ce moment sur un locataire, mais il part bientôt. Mais sinon c'est un projet ultra rentable. Je pense qu'on est à 12 net, un truc comme ça, et je dois avoir, je sais pas, 1500 euros de cash flow là-dessus par mois. De ces eaux-là. Donc voilà, le jeu valait la chandelle. Ton entourage, ils étaient pas trop stressés pour toi lors de cette première activité? Parce que c'est dur des fois quand ils t'encouragent pas ou qu'ils te mettent plein de peur dans la tête que t'avais même pas à la base. C'est vrai que c'est compliqué. Non, c'est pas facile. Après, ils avaient peur. Certains l'ont gardé pour eux. Je pense notamment à mes parents, mes beaux-parents. Je pense ils nous ont évoqué certains trucs, mais en fait, j'ai eu la chance de pas mal faire de dev perso. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup servi parce que en fait, avant de démarrer l'IMO, j'avais déjà un mental où je savais ce que je voulais et il y a rien qui allait m'arrêter. Et donc en fait, les peurs des autres, au bout d'un moment, je les écoutais pas en fait. Oui, j'entendais en fait, mais ça venait pas m'impacter parce qu'en fait, c'est à partir du moment où les mots des autres commencent à impacter, j'estimais qu'ils étaient pas experts, qu'ils avaient zéro connaissance, et alors que moi je démarrais, mais je m'étais formé pour le coup. Bon, voilà. Et puis mes potes investisseurs, le petit mastermind local, mine de rien, ça nous aidait, où en fait les uns les autres, on avait à peu près le même savoir et on savait que les chiffres étaient bons, donc voilà. Ouais. Je pense que ça a été une chance d'avoir un peu un mastermind dès le début, parce que c'est vrai que nous on a commencé dans notre coin et on avait justement, on va dire, on avait, je pense, pas autant avancé sur notre mindset quand on a démarré, et c'est vrai qu'on avait tendance en fait à ne pas en parler en fait autour de nous de ce qu'on faisait. Comme ça, on se disait ils pourront pas nous donner leur peur si en fait ils sont pas au courant. Et c'est vrai que ça arrivait parfois des amis très proches de nous, où c'est par exemple au bout de déjà 2-3 ans qu'on investissait, on avait déjà un petit parc immobilier où autour d'un verre, on leur a dit nous ça fait déjà un petit moment qu'on est dans l'immobilier, on prévoit de faire ça par la suite, etc. Et du coup ils tombaient un peu des nues, ils disaient mais pourquoi tu nous en as pas parlé? Bon, mais nous on lui disait écoute, c'est parce qu'on préfère un peu garder ça pour nous et se dire si ça marche pas, au moins personne sera au courant, et si ça marche, on le dira, ça sera réussi. Mais tu vois, là j'interviewais il y a 2 semaines sur mon podcast Thomas et Amandine du sud de la France là. Et pareil que vous, pendant très longtemps en fait ils n'en ont pas parlé, de peur d'être jugé, de peur d'être pas compris, tu vois, parce qu'en fait on est tellement à part, nous les investisseurs IMO on va dire, qui voulons enchaîner, qui voulons vivre de nos invests, on est vraiment une minorité, bien que ça se démocratise, que par peur d'être mal vu ou pas compris, on préfère garder ça pour soi. Et ça arrive hyper souvent. Ouais.
Mais je pense que parfois c'est pas plus mal parce que bon, on l'entend souvent quand tu lis des livres de développement personnel ou même que tu vois des vidéos sur le sujet que c'est des gens qui ont pas d'expertise qui vont te donner leur avis. C'est vrai. Exactement. Quand ça vient d'un proche, c'est compliqué. C'est vite, ça mêle l'émotion. Ouais, c'est ça, parce que ça mêle l'émotion. En plus, les gens projettent leur peur en fait. En fait, c'est qu'à la base les gens sont bienveillants et ils vous aiment. Et eux, de leur point de vue à eux, en fait, la vie c'est très simple. Une situation en fonction d'un prisme, d'un angle de vue, on voit les choses différemment. On observe la même scène, mais on l'interprète différemment en fonction de ses croyances, en fonction de plein de choses. Et donc forcément, quand on s'adresse à des gens qui ont des croyances différentes des vôtres, ils ont une opinion différente, ils projettent d'autres choses. Donc voilà. Mais c'est hyper important d'arriver à se détacher de ça et mine de rien, ne serait-ce que de réseauter avec un monde, avec des investisseurs. Ça permet mine de rien d'être épaulé. Voilà. Complètement. Puis là, on le voit aujourd'hui parce que c'est vrai que nous, on a rejoint il y a quelques mois un groupe d'investisseurs de notre région et c'est vrai que on n'en avait pas forcément besoin, je veux dire en termes de contact, on a déjà le réseau qu'il faut, mais je vois au quotidien que les nouveaux, ils posent des questions sur le groupe, ils demandent des artisans, des professionnels, parfois ça peut mettre un expert comptable, un avocat, un banquier, peu importe. Et c'est vrai qu'on se dit on aurait peut-être dû le faire plus tôt. On aurait dû le faire plus tôt. Non mais ça aide de ouf, Tu vois, moi l'anecdote sur ce premier immeuble, l'histoire de la couverture, c'est grâce à un groupe Facebook que j'ai trouvé mon couvreur. Parce que il y avait 5 couvreurs qui m'avaient refusé le chantier de par l'accessibilité, la pénibilité et tout. 5 couvreurs, je peux te dire que j'étais pas bien. Et donc groupe Facebook breton d'investisseurs, je sais plus quoi, je mets un message et il y a quelqu'un qui me dit moi j'ai lui qui est intervenu, il est très bien, contacte-le de ma part, et c'est grâce à un groupe Facebook que j'ai trouvé mon couvreur. Et David, big up à lui d'ailleurs, 5 ans après, il bosse encore avec moi sur certains chantiers. Enfin, tu vois, je lui donne des clients, je lui amène des chantiers. Moi, là, il est en train de me faire pour moi un déplacement de gouttière pour un projet d'achat-revente. Donc, en fait, on est toujours en contact. C'est devenu un ami. Oui. Et c'est ouf, tu vois. Ça c'est génial. Et je me demandais parce que au niveau de l'amiante de la toiture au DPE, ça a pas été trouvé. Si, en fait, si. Je pense que si. Alors, c'est là où mes souvenirs sont un peu flous. Oui. Et avec ma femme, moi j'étais tellement obstiné, déterminé, que je pense que j'ai pas entendu les choses, tu vois, avec du recul. Ma femme, quand on était avec le notaire, elle a des souvenirs comme quoi il nous avait averti que c'était amianté. Oui, moi c'était le bélier qui avançait, qu'il fallait. Et en fait, je pense professionnellement, ils auraient dû je pense qu'ils nous ont avertis, mais moi à l'instant T, je suis passé à côté de l'information tellement il fallait que ça avance, tu vois. Ils ont peut-être pas été assez pour le coup, je pense qu'ils m'ont pas assez ils ont pas mis assez de warning, tu vois, en mode attention. Ils l'ont peut-être évoqué oralement, mais c'était pas un notaire, c'était plus un notaire de famille qu'un notaire spécialisé dans l'IMO. Et mine de rien, là aujourd'hui, depuis 4 ans maintenant, je suis accompagné par une notaire même qui est spécialisée dans l'IMO, et ça change tout en fait. Par contre, parce que voilà, elle connaît le process, elle alerte, tu vois, ouais, carrément. Ah, t'as bien raison, parce que nous on le voit sur nos opérations, avoir un bon notaire, c'est ultra important. Ah, c'est primordial. Nous là sur la dernière, on a eu un souci où en fait la succession était pas réglée. Il y avait c'était une indivision. Qu'ils tu sais que tu vas faire une bonne affaire parce qu'en fait ça fait 20 ans que le mien est comme ça, qu'ils essaient de s'en débarrasser. Le souci c'est qu'en fait la famille, on a appris après qu'ils étaient déjà allés jusqu'en cour d'appel pour se batailler sur savoir qui avait des parts dans la succession. Et en fait notre notaire a vraiment cadré le truc de savoir à qui revenait le prix, parce qu'il nous disait si jamais on se trompe et que derrière t'as un des héritiers qui reçoit une part et qui dit non mais c'était pas la part que je devais recevoir, en fait il peut remettre en cause toute l'opération. Et autant te dire que quand tu veux mettre 300 000 € de travaux dans un bien, je veux dire, entre tous les problèmes qui peuvent arriver, on va dire que l'héritier qui vient te chercher en nullité de l'acte parce qu'il y a un problème sur le prix, t'as vraiment envie de l'éviter, quoi. Donc c'est clair. J'ai apprécié que le notaire il fasse vraiment son job là-dessus, quoi. C'est important. De toute façon, vraiment le maître mot, et ça sera dans la continuité du podcast, mais le maître mot pour moi de l'immobilier, c'est le réseau. Voilà. Moi, mon job, c'est de faire du réseau. Et on en parlera après. Juste pour faire un petit tour du coup sur les biens que tu as déjà, tu fais tout type de biens, c'est-à-dire tu as du bail commercial, juste de l'habitation, du professionnel peut-être Alors,
Il y a une préférence pour l'un l'autre? Alors, à l'instant T, j'ai que de l'habitation. Sur différentes stratégies d'exploitation. Donc, j'ai une coloc, j'ai plusieurs LCD, des biens en monopropriété, donc en immeuble, j'ai des biens en copropriété. Et pas pour l'instant de commerce. Non, je m'y étais pas penché jusqu'à présent. J'y arriverai forcément parce qu'en fait, l'habitation, j'ai 13 lots. Au bout d'un moment, c'est un peu chronophage quand même. Et j'en ai que 13. C'est à la fois beaucoup et à la fois pas beaucoup par rapport à des copains qui en ont beaucoup plus. Et je me rends compte qu'en fait, à terme, je veux pas les collectionner, ces trucs d'habitation, tu vois. Parce que t'as toujours un locataire qui un état des lieux d'entrée, un problème de chasse d'eau, un problème de ballon d'eau chaude. Et encore une fois, en fonction de la période de vie. Là, avec 2 enfants et une vie de famille, ma priorité, c'est ma famille. Et donc, clairement, aller faire ça, un dépannage un samedi matin ou autre. Alors, je le fais plus parce que j'ai le réseau, mais au début, je le faisais. Je pense basculer proche. Ouais, carrément. Les locaux commerciaux, je pense que c'est pas mal. Les locaux professionnels, les hangars, les bâtiments comme ça m'attire pas mal parce que j'observe que c'est prometteur. Donc ouais. Ouais, franchement, on te le confirme. Nous, on commence à faire de plus en plus de commerciaux et de biens pro. Okay. Oh là là, quel bonheur en gestion. Vraiment, ils sont. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, vraiment. Alors, après, tous nos locataires en habitation sont pas affreux, hein, faut pas exagérer, mais c'est quand même 2 fois moins chronophage que l'habitation, je trouve. Largement. Et vous êtes sur quelle typologie de ville sur les commerces ou c'est des bureaux autrement du coup? Alors on a les deux, on a des commerces pieds d'immeuble à Montpellier, donc vraiment grande ville, et on a des locaux professionnels dans une ville de moins de 10 000 habitants. Où on est vraiment au cœur de la ville, et en fait c'est loué à des professionnels type des psys, pas mal. Ouais, des psys, infirmières, en fait. Donc du paramédical, on va dire. Paramédicales qui ont besoin de recevoir du public et qui ont besoin d'être en centre-ville. Et du coup, c'est assez particulier parce qu'en fait, on agit un peu comme un syndic d'immeuble, c'est-à-dire que c'est nous qui gérons le chauffage, qui gérons le ménage, etc. Mais en termes de rentabilité, on est sur un 13,5, donc tu vois, c'est très proche de l'habitation. Carrément. Et honnêtement, comme c'est des pros, ça dérange très peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est des gens qui savent que toi aussi tu travailles, t'as pas trop le temps. Alors bon, ça peut arriver. Là, tout à l'heure, on doit aller parce qu'apparemment il y a une serrure qui a un petit souci. Mais sinon, on n'en entend jamais parler, quoi. C'est trop bien. Et ça, vraiment, c'est génial. On recommande. Et pour le coup, quand vous avez acheté ce bien-là, est-ce que le bien était déjà loué avec les bureaux? Ok. En fait, je pense que l'ancienne propriétaire a vendu parce qu'en fait, elle arrivait pas à maximiser le taux d'occupation. Après, tu sais, des fois dans la vie, tu te rends compte de choses a posteriori. Elle est toujours locataire d'un des bureaux, cette ancienne propriétaire, et c'est quelqu'un qui humainement est très particulière. Et je pense qu'elle faisait fuir les gens qui voulaient un bureau dans son immeuble. Et nous, honnêtement, on est devenu propriétaire en novembre, et je pense qu'on a loué le dernier bureau en mai. Donc certes ça met un peu de temps, tu vois, parce qu'on en avait quand même 5 à louer, mais en 6 mois depuis on a un taux d'occupation de 100% depuis cette date. Et là typiquement c'est des bureaux qui font quoi en taille et ça se loue combien pour donner des chiffres? Ça dépend, il y en a les plus petits c'est 10 mètres carrés et les plus gros ça peut aller jusqu'à 25. Et on loue on loue ça de 200 € à 400 € à peu près. Ouais, donc c'est ok. Et ouais, et t'as pas à t'emmerder avec tout ce qui est, avec les trucs de l'habitation. Ok, ouais, c'est vraiment ultra passif, quoi. C'est ça, parce qu'un truc tout bête, mais moi je sais qu'il y a un truc qui me dérange beaucoup dans l'habitation, c'est que soit tu tomberas sur un locataire qui va payer rubis sur ongle et que t'en entendras jamais parler, ou alors t'as celui qui tous les mois est en retard. Et ça malheureusement, même avec le temps, l'expérience, etc., c'est difficile de le savoir à l'avance, même si tu prends une garantie. Parce que le souci, c'est que même si tu prends une garantie Visal ou si tu prends les parents en caution, s'il a 10 jours de retard, tu vas pas tout de suite enclencher la garantie. Mais bon, ça va quand même te demander de le relancer, machin, etc. Et honnêtement, sur les pros, je les relance jamais. Vraiment, c'est des gens qui font attention à ça parce qu'en fait, ils ont un business, ils gagnent leur. Oui, c'est des gens responsables. Enfin, d'un côté, quand t'as un logement et que t'es locataire, t'es censé être responsable, mais
oui, t'as différentes typologies et de profils, ouais. C'est ça. Donc on recommande. Ouais, c'est ça, franchement. Ok, bah bon à savoir, écoute. Et je dirais que c'est là en plus, je trouve qu'on en parle assez peu parce que tu sais, bon, je trouve par exemple la location courte durée, elle est ultra mise en avant dans, on va dire, la connaissance que tu peux trouver en ligne sur l'immobilier et sur le locatif un peu de bureau de cette manière. Bon, on a trouvé 2-3 investisseurs qui faisaient comme nous, mais j'en ai entendu assez peu parler ailleurs. Ouais. Donc non, c'est vrai. Et sur ton prix d'achat au mètre carré, vous c'était sur un immeuble entier que vous possédez? oui. Et il y avait une partie du coup en bureau. Ok, donc c'est difficilement quantifiable en prix au mètre carré à l'achat, vu que c'était un ensemble. On était à 1 200 euros, je dirais, sans travaux. Sur l'ensemble. Ouais. Au mètre Avec carré. une partie bureau. Ok. Là, on va refaire une opération un peu pareille. En fait, c'est des biens qui se vendent pas rapidement parce qu'il faut avoir l'idée de faire ça, tu vois. En fait, c'est très niché comme exploitation. C'est très niché et en fait, si tu l'as jamais vu ou jamais fait, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué à s'imaginer de louer ça, des tout petits bureaux, des toutes petites pièces, alors qu'en vrai, ça marche du feu de Dieu. Ouais, c'est ça. Parce que là... Vas-y. Non, vas-y, je poserai ma question après. Et je disais, on fait une deuxième opération comme ça qui est en cours, où là, on va être sur une ville un peu plus grande et pareil, on est en plein centre-ville, on va acheter pareil, il y aura 11 bureaux plus un local commercial. Et quand on a négocié, on a fait une grosse négociation sur le prix qui était déjà pas cher parce qu'en fait, j'étais certain qu'il y aurait personne d'autre qui viendrait visiter parce que c'est trop particulier en fait. Oui, parce qu'en fait t'achetais et un local commercial assez grand et une partie bureau que soit tu louais comme ça, mais bon c'est compliqué de trouver quelqu'un qui veut autant d'espace, 200 mètres carrés de bureau en plein centre-ville en pied d'immeuble. Enfin ça s'adresse plutôt on va dire à encore une fois des professionnels médicaux et nous on a vu tout de suite qu'on pouvait louer les bureaux individuellement, ce que faisait pas l'ancien propriétaire. En fait, on a 1 mois pour négocier le prix. Donc c'est vraiment en prenant le temps, en laissant le propriétaire mariner, parce qu'on était sûr qu'il y aurait personne d'autre. Effectivement, on a réussi à faire la négo comme ça, quoi. Et vous allez reconfigurer les bureaux, enfin genre tu pètes, tu recloisonnes différemment ou c'est vraiment laissé tel quel? Là, on va le faire, mais que sur la moitié. C'est-à-dire que là, actuellement, il y a 7 bureaux et on va réussir à monter à 11 parce qu'en fait, il y a une grande pièce de 50 mètres carrés qui est inexploitée et nous, on va la redimensionner parce qu'en fait, c'est une pièce, lui, il était kiné, donc il s'en servait pour faire les exercices aux patients dans cet espace. Mais le problème, nous, on a pensé la laisser à disposition des gens qui seraient de profession paramédicale, mais le problème, c'est que en fait, je me rends compte que dans le temps, ça va pas s'auto-gérer. Ça va demander d'intervenir. Ça va être le poulailler. Donc en fait, il y a une belle salle d'attente et on va juste recloisonner cette zone et comme ça, chacun sera indépendant dans son bureau avec sa clé et comme ça, on sait que ce sera... On va mettre une caméra également parce que comme on est dans une ville plus grande, faut toujours se méfier un peu de qui peut rentrer, etc. Donc là, par contre, on mettra une caméra, ce qu'on n'avait pas fait dans le premier immeuble, mais sinon, en termes de gestion, ça sera, je pense, similaire, quoi. Eh ben, hâte de connaître la suite de cette aventure alors. Là, on se bat pour le financement, mais parce que on a eu un refus de financement semaine dernière d'une banque qui nous suivait. Ça nous est quasiment pas arrivé depuis 2019 d'avoir un refus bancaire. Surtout que le projet est ultra rentable et ultra bien monté, mais en fait on est tombé pas de chance. Il y a Société Marseillaise de Crédit qui a fusionné avec la Société Générale. On avait un excellent banquier à la Société Marseillaise de Crédit qui s'en va, et en fait on s'est retrouvé à la Société Générale, on s'est retrouvé géré par un middle office bancaire à Paris. J'ai tout de suite senti au téléphone que la personne pour elle c'était que des chiffres. Je me suis dit, ça va mal partir, et en fait elle m'a dit on prend pas en compte les revenus futurs. Donc on compte c'est ballot. Ouais. Là, effectivement, le taux d'effort, il va être nul parce que si vous prenez pas en compte les revenus futurs, forcément, personne ne peut l'acheter. Les calculs sont pas bons, Les calculs sont pas bons, Kevin. On passe peut-être sur la partie chasseur d'IMO. Je pense on a pas mal. Allez, je change de casquette. Toc, casquette chasseur IMO. Yes. Déjà, tu peux nous expliquer quelle est la différence entre un chasseur de biens immobiliers et un agent IMO? Yes. Alors moi, mon but, c'est mon métier, c'est de trouver le bien au client. Et pour ça, j'active mon réseau qui sont les agents immobiliers. Donc demain, vous voulez investir, on définit un cahier des charges ensemble s'il n'est pas défini. Et moi, sur le terrain, je vais visiter des biens. Donc je passe des coups de fil au réseau qui est déjà établi ou alors aux biens que je trouve sur le Bon Coin et je vais visiter. J'en fais une analyse, que ce soit d'exploitation, de travaux, chiffrage travaux hyper important,
Et après, je représente les opportunités aux clients pour que ça matche avec leur cahier des charges. Ouais. Ok. Donc, alors c'est pas des collègues, mais mes partenaires de travail, ce sont les agents immobiliers. D'accord. Ok. Et toi, du coup, tu as un portefeuille de clients qui fait appel à toi, et c'est-à-dire ils te payent par une commission ou... Exactement. Ce sont des honoraires qui sont basés en fonction du prix du bien, en ce qui me concerne moi sur ma boîte. Donc ouais, c'est exactement ça. Ok. Et ce que je sais que pour connaître quelques agents immobiliers, parfois quand il y a deux agents sur un même bien, ils partagent les honoraires. Ça peut t'arriver de partager les honoraires avec un agent ou non? Pas du tout. Non, chacun ses honoraires. En fait, c'est vrai que quand j'ai démarré au tout début ce métier-là, quand j'étais salarié, c'était des questions qui étaient hyper récurrentes parce que les agents disaient, bah oui, mais bon, si on vend le bien ensemble, tu me bouffes la moitié de ma com. Je dis non, pas du tout. Toi, t'as ta com, et moi j'ai d'autres honoraires parce que c'est un autre accompagnement. Donc, et en général, ça rassure vachement les agents quand on leur dit qu'on va pas toucher leur com, ce qui est bien normal. Bah, j'imagine, parce que moi c'était une des questions que je m'étais posée en amont, parce que je m'étais dit que pour un agent immobilier, des fois voir un chasseur débarquer, parce que l'agent immobilier a toujours la manière de se dire un peu c'est moi qui ai le mandat, c'est moi qui ai trouvé le bien, et en gros j'ai le vendeur. Au contraire, en fait, une fois qu'on a sympathisé et qu'on a la confiance d'un agent, c'est hyper confortable pour eux parce que ils savent qu'en passant par nous, on va pouvoir leur amener des clients. En fait, in fine, on est des intermédiaires. On est des intermédiaires entre les agents et le client. Et donc moi, ça m'arrive. Bon, c'est mon job, donc heureusement que ça m'arrive. Mais tu vois, j'ai des coups de fil sur tiens, Jérôme, je viens de rentrer tel bien. Est-ce que tu as un client en face, tu vois? Et vice versa. J'ai mon client je dis un exemple, un immeuble de 200 000 balles avec X lots. Dans tel secteur, je prends mon répertoire, je passe les coups de fil aux agents, genre, je viens de rentrer ce client-là, il a ça comme recherche, est-ce que tu as ça sous le coude? Voilà. Je suis un intermédiaire, je suis un fluidificateur de transactions, on va dire ça comme ça. Oui, qui permet de faire rencontrer l'offre et la demande. Exactement. C'est bien résumé, ouais. Et en plus, j'imagine, tu me diras si je me trompe, mais sur des typologies de biens où parfois les agents immobiliers, ils ont peut-être plus de mal à trouver, parce que j'imagine que si on va chercher des projets rentables, c'est pas des projets que les agents immobiliers ils ont tous les matins, et ou alors des projets avec beaucoup de travaux, parce que bon, par exemple, nous on connaît pas mal d'agents immobiliers qui ne font que des maisons ou que des appartements en résidence principale. Donc quand on leur dit non, moi je cherche un immeuble avec X travaux, après c'est parfois par leur secteur aussi, hein. Et pour eux ça leur parle pas trop, ils ont pas trop les bases de qu'est-ce qu'on peut faire dans cet immeuble. Ok, on a un plateau de 300 mètres carrés, qu'est-ce que ça peut représenter en type d'appartement? J'imagine que toi t'as un peu plus cette expertise là aussi. Exactement. Et c'est vrai que de plus en plus, en fait, même des agents IMO m'appelaient en mode Jérôme, j'ai rentré ça et je sais pas quoi en foutre. Je ne comprends, enfin, tu vois, typiquement c'est une maison où c'est un appart configuré bizarrement. Il me dit oui, j'ai personne en face. Oui, mais tu vois, encore une fois, on revient à la question du prisme. Lui il voit ça avec son prisme d'agent, moi je vois ça avec mon prisme d'investisseur. Et donc en fait, en retravaillant le bien, on peut se dire là t'as une entrée là, ou alors ce truc là, ça peut être un co-living, ça peut être ça, on peut diviser, etc. Et donc en fait, d'avoir un œil d'investisseur aguerri et complet, on va dire, ça leur permet même, tu vois, d'imaginer un potentiel sur certains agents. Parce que t'en as certains qui ont de l'imagination, mais t'en as d'autres qui n'en ont pas, pour justement voir les choses sous un autre angle et proposer le projet sous un autre angle, ouais. Un angle d'investisseur pour le coup. Ok. Et pour, par exemple, ton client à toi, c'est une prestation qui est un peu clé en main, c'est-à-dire est-ce que tu négocies le prix pour lui? Est-ce que tu fais toutes les visites, j'ai bien compris, mais est-ce qu'il revient avec toi aussi voir le bien? Tu lui susurres des mots doux à l'oreille pour voir si ça pourrait lui plaire ou pas, ou enfin je sais pas, ce que... Alors ça dépend des clients. Quand j'étais salarié, les clients étaient à distance. Donc ils ne visitaient jamais le bien, même quand il était fini. Franchement, si j'ai sur les 80 clients que j'ai accompagnés, si j'en ai 10 qui se sont déplacés, c'est un maximum. Moi, mes clients aujourd'hui, depuis que je suis à mon compte, là, ils sont plus locaux. On est plus à l'échelle locale, donc oui, ils vont venir valider le projet. Okay. Clairement, ouais. Pour l'instant, ça se passe comme ça.
Sur la négo du prix, En fait, je suis l'intermédiaire. En fait, le client n'est pas en contact avec aucun autre professionnel. Je suis le contact de l'agent immobilier, je suis le contact de l'artisan, et il n'y a aucune autre interaction. Voilà, je centralise tout et je négocie. Voilà. En gros, je mets autant de cœur à la tâche, ça se dit cette expression, que si c'était un investissement pour moi. Je fais la même chose. Je mets la même énergie, je mets le même sérieux. Le but du jeu, c'est que le client obtienne la meilleure opération possible en termes de chiffres, que ça corresponde à 100% à son cahier des charges, enfin, du moins au maximum, pour que derrière, en fait, c'est très simple. Hein, je veux qu'il soit content. Et puis, on va dire qu'on manie l'argent des gens. Enfin, on manie. C'est pas le mot manier, mais on est responsable de l'argent des gens. En fait, ils passent par moi ils me font confiance avec mon expertise pour avoir un projet. Et ben, faut pas oublier en fait que ces gens-là, ils vont emprunter sur 20 ans des sommes importantes, que pour la plupart du temps, ce sont des primo investisseurs, enfin des néo investisseurs, tu vois. Et donc en fait, la responsabilité, elle est importante. Là, il y a un client que j'accompagne en ce moment, il a 40 ans, il fait son premier projet avec moi. On divise une maison d'habitation en 4 appartes. Voilà, c'est un gros projet pour démarrer. Et en plus, jeune papa, enfin, tu vois, j'ai pas le droit de me planter. Tu vois, c'est carré. Ok, j'imagine que du coup, lui, ça lui apporte le côté rassurant et puis il a une vraie expertise parce que c'est vrai que quand tu fais un peu ça à ton niveau, on va dire l'agent immobilier, c'est plutôt un intermédiaire par qui tu passes pour le bien, mais bon, à part quelques infos clés, c'est pas vers lui tu vas te tourner si tu lui dis les travaux, il me propose de ouvrir telle ou telle cloison, ouvrir tel ou tel mur, alors que j'imagine que toi c'est un peu plus. Ouais. Tu vois, typiquement, c'était la semaine dernière, j'ai une ancienne élève d'un programme que j'ai fait qui s'avère être une amie de ma femme, donc voilà, je fais pas ça avec tous mes élèves sinon je serais débordé, mais elle m'appelle, elle me dit Jérôme, je suis en visite, est-ce que je peux t'envoyer la vidéo? Je dis bah vas-y. Elle m'envoie la vidéo, donc un projet dans le sud de la France, et elle me dit l'agent IMO me dit qu'il y a entre 25 et 30 000 euros de travaux. Je regarde le truc, je lui demande 3 infos, hein. Je lui demande la surface mètre carré au sol, le DPE, le Diagélec. Je prends les infos, je regarde, je check ça, je fais mes petits calculs et je lui dis Camille, là t'en as pas pour 25 000, t'en as pour x2. Oui, je suis pas étonné, ça arrive souvent. Donc en fait, un agent IMO, et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi sur mon histoire de toiture, tu vois, est-ce que j'ai été un peu berné ou quoi? Ouais, quand tu démarres, faut toujours prendre avec des pincettes, faut toujours faire vérifier. Alors moi aujourd'hui les agents IMO, on parle de professionnel à professionnel, ça fait plusieurs années qu'on bosse ensemble, ils sont 100% transparents et enfin tu vois, ils peuvent pas non plus se permettre de twister la vérité, tu vois. J'imagine que tu les sélectionnes aussi, non, les agents? Oui, c'est l'avant. Ouais. Bah en fait c'est très simple, la sélection elle se fait naturellement, déjà elle se fait au feeling. C'est de la relation humaine, hein, tu vois, c'est ça la magie de l'immobilier, c'est que des relations et du professionnalisme. Donc en fait, si t'as pas d'affinité et que t'as pas envie de bosser avec quelqu'un, bah tu vois, tu bosses pas avec lui, quoi. Ou alors si sur une opération, le mec est chiant ou bah, en fait non, allez, ou j'imagine tu dois le sentir quand l'agent immobilier il a du mal à donner les infos, que le premier jour il te dit blanc, le deuxième jour il te dit noir et tu dis pouf, là déjà ça part compliqué. Exactement. Donc, c'est là où la sélection se fait. Mais quand tu as commencé au début, comment tu faisais pour savoir si un agent immobilier, lui, il m'a l'air de s'y connaître dans son métier, ou alors tu avais peut-être une méthodologie, je lui pose ça comme question, peut-être pour avoir la checklist de je veux telle ou telle info, et ensuite je vais lui demander les documents qui viennent attester des différentes réponses qu'il va me donner. Ouais, comment j'ai fait au tout début? Bah déjà tu fais du volume, hein, tu visites énormément, donc tu rencontres beaucoup de monde, donc tu as une sélection naturelle qui va se faire avec le côté relationnel, j'ai envie de dire. Après tu as une autre sélection qui va se faire avec le côté sérieux sur l'envoi des documents, la rapidité d'envoi des documents.
il y a rien de plus pénible que quand tu visites un bien, encore plus quand il est intéressant, d'attendre 2 semaines avant d'obtenir les PV d'AG ou un DPE, alors sauf s'il n'est pas réalisé, mais tu vois, un bon agent immobilier pour moi, c'est quelqu'un qui connaît son dos, qui a toutes les infos, qui a toutes les réponses, qui a quasiment toutes les réponses à tes questions. Voilà. C'est quelqu'un qui a bossé son dossier, qui connaît son projet. Alors des fois, tu as des agents moi ça m'arrive parce qu'en fait, souvent j'ai un contact par agence et il s'avère que ces contacts-là, ils me présentent aussi les opportunités que leurs collègues ont rentrées. Donc à l'instant T, des fois, tu vois, ils ont pas toutes les infos vu qu'ils n'ont pas rentré le mandat. Mais rapidement, en fait, tu vois, ils vont me les fournir. Donc ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi parce que nous c'est un peu les problèmes qu'on a vus parce qu'on a du mal. Bon, maintenant forcément avec les années, on a réussi à trouver des agents immobiliers qui sont sérieux, avec qui on aime bien bosser, mais le nombre d'agents immobiliers pas sérieux qu'on a rencontrés, vraiment c'est pas que ça nous faisait peur, mais on se demandait comment c'était possible d'être un professionnel et de pas être capable de délivrer les informations simples ou de s'être renseigné sur le bien. Je donne un exemple, mais on avait visité un bien où c'était dans une ville où forcément tous les immeubles sont assez vieux. Donc c'est souvent des vieilles maisons qui ont été construites au 19e siècle. Et là en l'occurrence, on visite un immeuble qui me paraît quand même plutôt récent vu de l'extérieur. On a l'impression qu'ils ont comblé une dent entre deux immeubles pour construire un immeuble. Ça remonte quand même, c'est un immeuble des années 70, mais justement c'est un peu la première impression que j'ai. On visite, etc., et on arrive dans les parties communes, on regarde au niveau des compteurs électriques et je vois qu'en plus on est sur du béton armé, que c'est quand même une structure plutôt récente, et je pose la question à l'agent immobilier, question bête de fin de visite: vous avez la date de construction de l'immeuble? Et là direct il me dit: ah, vous savez, dans cette ville, souvent, on n'a pas les dates de construction des immeubles. Je lui dis: vous êtes sûr? Parce que là, du béton armé, on faisait pas ça il y a 200 ans, quoi. C'est clair. Là, je sais pas, je me renseignerai. Effectivement, c'était années 70, ouais. Et je me dis: attends, le mec est agent immobilier depuis plusieurs années, il est censé bien connaître sa vie. Alors peut-être s'il avait pas l'info à l'instant T, ça peut arriver, mais je me dis, faut quand même, enfin, quand tu vois beaucoup de vieux immeubles, quand tu vois un immeuble récent, tu vois tout de suite la différence en termes de mur droit, de qualité des fondations. Et c'est vrai qu'on a eu du mal, nous, à trouver des agents immobiliers qui, comme tu dis, étaient sérieux, nous donnaient les documents ou même nous répondaient de manière efficace à des questions simples que tu poses en tant qu'investisseur quand tu viens visiter un bien, quoi. Exactement. Et du coup, avant d'aller voir un bien, s'il y a quelques infos que tu dois demander à un agent immobilier, qu'est-ce que tu lui demandes? Alors, c'est une excellente question. En gros, oui, j'ai une méthodologie, on va dire, assez... c'est tout le temps les mêmes choses. Déjà, je demande l'emplacement, s'ils sont en mesure de me le donner. Est-ce qu'ils ont le mandat en exclusivité ou pas? En fonction, ils te donneront l'info ou pas, mais c'est quand tu recherches, en fait, d'un secteur à un autre dans la ville, t'as pas les mêmes... Tu vois, c'est pas les mêmes ratios de prix au mètre carré. Donc déjà, première question, l'emplacement. Après, ça va dépendre si le bien est en copropriété ou en monopropriété, mais je vais demander forcément le DPE. En gros, moi, j'ai pas beaucoup de temps. Enfin, je suis quelqu'un d'assez pressé, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, il faut que chaque visite soit optimisée et pertinente. Donc, pour ça, il faut que j'arrive à calibrer le projet à distance avant de me déplacer. Donc, j'ai besoin du DPE, j'ai besoin des diag dans la mesure du possible, j'ai besoin des derniers PV d'AG, parce qu'encore une fois, si tu as un bien en copro, hyper important de voir l'antériorité et ce qui va se passer prochainement. Donc ça voilà. Ça c'est les diag, DPE, copro, c'est vraiment les trucs en amont qui sont indispensables en fait, qui me permettent de voir si c'est une bonne affaire ou pas. Voilà. Rien que déjà ça, je sais si ça vaut le coup que je me déplace. Je demande quoi d'autre, depuis combien de temps le bien est en vente. Après ça dépend aussi, tu vois, là je vais dire que je m'adresse à un nouvel agent que je connais pas encore. Donc voilà, parce que j'ai pas le même discours avec les gens avec qui je travaille depuis longtemps, mais j'essaye de voir si quelle est la raison de la vente, tu vois, est-ce que c'est une succession, un divorce, voilà. Donc le motif de la vente, depuis combien de temps c'est en vente. J'essaye d'avoir toutes les informations pour voir si c'est une bonne affaire, si j'ai un levier de négociation activé, parce que moi, mon job, c'est également de négocier. Et donc, en fait, pour négocier, il faut avoir un maximum de data. Essayer de comprendre la psychologie des vendeurs. En fait, voilà, je demande différentes avos pour avoir... sur la partie négociation, j'ai d'ailleurs fait ma meilleure opération de négociation
je vais faire un petit aparté là-dessus parce que c'est assez drôle. Sur mon deuxième immeuble, je vois un immeuble affiché 137 ou 139, je sais plus, qui est à 1 heure et demie, un peu plus d'1 heure de chez moi. Et je fais, putain, ça a l'air vraiment pas mal. Je connaissais pas le secteur. Je dis, vas-y, feu, j'appelle. J'appelle, et en fait, je pose un peu toutes ces questions. Et je demande, la phrase que je dis à la secrétaire que j'ai au téléphone, c'est quelle est la marge de manœuvre sur ce bien-là. Et là, je l'entends crier au téléphone, elle appelle son boss, Didier, la marge on peut négocier de combien le bien de Madame Morel? Et là, j'entends l'autre qui braille 20 000. Donc, tu vois, déjà sur un coup de téléphone, sur une question, je passe de 100 000, déjà 20 000 euros. Et ensuite, pour faire très court, je vais visiter. J'envoie un parpaing à 87 ou un truc comme ça. On se met d'accord aux alentours des 100 000. Et en fait, j'avais pas les DPE. C'était vraiment au tout début c'était 2021, là où les DPE ont commencé à nous matraquer avec ça. Et en fait, moi, je voyais bien que c'était une passoire. Enfin, et dans mon chiffrage travaux, je l'avais déjà prévu. Sauf que quand on m'envoie les DPE, alors qu'il y a déjà eu une première offre d'achat d'accepter, on est en G. Étonnant. Et donc, je rappelle l'agent IMO et je lui dis, écoutez, moi, c'est pas possible, on est en G, je vais pas pouvoir louer, j'en fais des caisses, tu vois. Et je lui repose la question. Je lui dis, moi, mon artisan m'a chiffré les travaux entre 15 et 20 000 d'amélioration énergétique. Qu'est-ce que la vendresse peut faire? Et là, il me rappelle 2 jours après, et j'avais regratté 10 000 balles. Et de 137, on est passé à 87, tu vois. Et donc, parce que j'ai accentué sur la partie, c'est une dame, c'est une succession, c'est pas une succession, mais c'est une femme qui était veuve, qui voulait plus s'occuper de son bien, tu vois, un mauvais DPE, pressé de vendre, tu vois. J'essaie de voir le degré aussi d'urgence. L'urgence, en fait, à partir du moment où il y a de l'émotion, l'émotion, c'est pas bon quand on est investisseur, que ce soit en bourse, en crypto, en immo. C'est le pire ennemi de l'investisseur, l'émotion. Donc, quand il y a de l'émotion, c'est qu'il y a de la négo en face. Donc, voilà. Franchement, t'as bien joué là-dessus. T'as vraiment compris comment on fait des bonnes négos et comment on gagne des gros billets là-dessus, parce que c'est souvent là-dessus que tu fais tes meilleures affaires. Quand en face, t'as quelqu'un qui justement en a marre ou en fait tu le sens quand il y a de la douleur, tu vois. C'est ça. Okay. Et je voulais te poser la question, du coup, tu sais, le marché, il est un peu tendu, là, de l'immobilier, avec les prêts qui sont de plus en plus durs à avoir, etc. Est-ce que toi, tu le ressens d'un point de vue des transactions qui se font, des biens à vendre, des prix aussi, des négos qui sont faites? Est-ce que tu le ressens, tout ça? Ouais. En gros, alors un petit peu moins maintenant, mais 2023, ça a été un peu tendax, parce que t'as l'euphorie post confinement, hein, où les prix, ils ont flambé un peu partout en France. Avec en face les taux qui ont monté, donc t'as eu un peu une inversion, un croisement des courbes, beaucoup des prix trop hauts par rapport à une distribution de prêts des banques, tu vois. Et donc en fait les vendeurs, en fait, ils étaient dans une psychologie de mon bien il vaut tant, sauf qu'en fait avec la montée des taux, mécaniquement les gens pouvaient plus emprunter autant, sauf que psychologiquement, encore une fois, en émotion, les vendeurs n'étaient pas prêts à baisser. Donc il y a eu un moment, c'était un peu plus chaud de négocier. Là, ça se tasse un peu. On voit que t'as certains biens qui sont en vente quand même depuis quelques temps. Il y a quand même des belles négos à faire. Et en tout cas, j'ai envie de dire, il faut oser. Quand on démarre notamment, on n'ose pas assez. Moi, le premier, tu vois. Au tout début, je dis non, je vais pas négocier. Qu'est-ce qu'il va dire? En fait, si, putain, amusez-vous. Et encore une fois, une négociation, ça s'apprend. Il y a toute une méthodologie, tu vois, sur une analyse du secteur, de l'antériorité des prix de vente, il y a plein de choses à savoir sur de la négo. Mais faut pas hésiter, en fait. Il faut vraiment prendre ça comme un jeu, parce que c'est assez drôle de négocier en vrai. Ça, t'as raison, parce que là, nous, sur le dernier bien qu'on en discutait tout à l'heure là, on achète plusieurs bureaux et un local commercial. Un de mes derniers arguments qui a été pour négocier, parce qu'en fait, comme il y avait pas de travaux, et que vraiment l'OP est magnifique, c'était déjà pas cher, j'étais un peu à court de clés pour avoir un bon appui. J'en suis venu au bon vieux, mon banquier peut me financer jusqu'à temps. Exactement. Ça, c'est un très bon point. Mais et ça a suffi à gratter encore quelques
milliers d'euros et à faire baisser le vendeur. Et comme tu dis, vraiment, faut essayer d'aller chercher tous les leviers possibles. Il y a toujours, même quand finalement ça devient externe au bien lui-même. Et c'est encore mieux, j'ai envie de dire, parce que c'est pas ta faute, c'est monsieur le banquier qui veut pas me prêter plus, tu vois. C'est pas moi qui ne peux pas augmenter, c'est le banquier qui me dit non, quoi. C'est ça qui est génial. Et après, c'est parce que vous avez bien joué votre coup, parce qu'à partir du moment où tu sais où t'es en pole position et que t'as personne autour, bah vas-y, feu, hein. Sors la calache. Non, on avait même poussé le. On a été vilain. On l'a poussé même parce que le mien, il y avait 2 agents IMO qui avaient chacun un mandat simple de vente dessus. Et en fait, on a envoyé ma mère, parce que c'est une OP que je fais dans une SCI avec elle. On a envoyé ma mère visiter le bien avec l'autre agent. Mon côté avec l'autre agent. Et du coup, je lui avais demandé de faire l'investisseur très intéressé, de faire une offre et de se retirer direct après. Ah ben, c'est un super tips, ça. C'est un super tips. Parce que en vrai, moi, ça m'arrive de plus. Alors, je le faisais à l'époque, tu vois, je remonte encore 10-15 ans en arrière, que j'avais mon groupe de musique et que je faisais de la batterie. Je l'ai fait plein de fois pour des batteries. J'envoyais un pote, je suis méga intéressé, je viens vous la prendre. Et après, il répondait plus, tu vois. Et moi, j'arrivais derrière. Il avait déjà négocié une fois. Et moi, je revenais derrière et je faisais un truc fracassé. Et en vrai, en IMO, je le fais avec des copains, surtout sur des projets de marchands, en l'occurrence. Et je dis, bah vas-y, appelle, tu tâtes le terrain, tu négocies, tu vois, et après, ah non, finalement, tu te barres. Et c'est redoutable parce que le vendeur, il est dans une psychologie, une dynamique, il va vendre, il est engagé dans un truc de vente, et boum, émotionnellement, et toi, tu passes derrière, je viens vous sauver, monsieur. Tu vois, c'est trop bien. C'est génial. Donc, super tips. Et si tu avais du coup, peut-être finir là-dessus, si tu avais des conseils à des débutants vraiment primo-accédants, enfin néo-acquéreurs, je sais pas comment on peut le dire, vraiment les principaux tips que tu leur donnerais, ça serait quoi? Alors, en tant que chasseur de biens. Pour trouver des biens, sur la partie chasse uniquement, je dirais d'être patient. Alors, en gros, pour faire très simple, une méthodologie pour moi d'investissement, c'est bien déjà connaître son profil investisseur, être au clair avec ses objectifs. Ça, pour moi, c'est le B à bas. Parce qu'aujourd'hui, tu as trop de monde sur les réseaux où c'est un peu le syndrome de l'objet brillant, si tu veux. Ah ouais, tiens, la LCD atypique. Ah ouais, ça a l'air vachement bien. J'achète une formation. Et puis, en final, tu te rends compte que c'est pas fait pour toi. Donc, déjà, être au clair avec ses objectifs, avec son profil investisseur, déterminer sa zone de recherche en fonction des analyses que tu fais. Hein. Et encore une fois, tout ça, c'est il y a une méthodologie. Et puis après, j'ai envie de dire, faut bouffer de la visite. Hein. Faut bouffer de la visite, faut aller serrer des mains, faut récolter des cartes de visite, faut activer un système de relance automatique. Et puis après, c'est être en fait, le secret pour être chasseur, c'est être présent dans la tête des agents IMO. Moi, c'est mon secret sans être un secret, en fait. Je veux que je sois, exactement. Voilà. Et en fait, c'est comme ça que tu as les meilleurs OP pour toi, tes clients. Il faut être dans la tête des agents en permanence, donc faut être sur le terrain, faut passer des coups de fil, prendre des nouvelles, mais c'est du relationnel. Moi, il y a plein de fois où je passe juste un coup de fil, un SMS, coucou, comment ça va, comment vont les enfants, parce que je suis dans une relation aussi maintenant qui est différente avec eux, mais il faut s'intéresser à la personne, il faut connaître leur vie. Enfin, tu vois, c'est vraiment de l'humain, quoi. Donc, oui, et ça vient au fur et à mesure. Mais c'est comme ça, mine de rien, qu'on chope les meilleurs OP en travaillant son réseau. Ouais. Et après, du coup, il faut être expert en égo, faut être expert en travaux. En fait, c'est un métier qui est tellement passionnant parce qu'il faut être bon partout. Il faut être bon en fiscal. Mais je dirais la partie travaux également beaucoup. Je pense que quelqu'un qui a l'œil, qui sait estimer des travaux en sortie de visite, a une longueur d'avance incroyable sur 80% des investisseurs. Tu sors de visite, tu sais que ton enveloppe travaux, elle est à temps. Tu sais, ça te détermine ta négociation, ça te détermine ton prix d'achat. Si le projet est rentable, t'as pas besoin de refaire passer des artisans. Ça change beaucoup de choses. Ouais, t'as raison. Nous, on est banquier, expert comptable. Du coup, les travaux, c'est peut-être pas notre domaine de prédilection. Mais plus ça avance, plus on s'améliore. Et en vrai, c'est quand même le chiffrage, c'est ultra important. Et on commence à avoir de plus en plus l'œil.
Et c'est vrai que c'est vachement important parce que, comme tu disais, t'as ton ami tout à l'heure qui avait complètement sous-estimé les travaux, bah ça peut plomber une OP correctement. C'est l'agent qui l'induisait en erreur, en fait, tu vois. Ouais, en plus, bah, ça veut dire qu'il faut faire confiance pas à personne, mais voilà, faut être critique sur ce qu'on te dit, quoi. Exactement, ouais. Mais pareil, ouais, la montée en compétence sur les travaux, ça se fait avec le temps. Au début, moi, j'étais forcément pas bon, hein, mais aujourd'hui, j'ai fait tellement de chantiers que et puis ouais, l'œil, il est fait, quoi. Ça y est, cette compétence, elle est ultra acquise et tu prends une longueur d'avance sur tout le monde. Ouais. Bon, puis tu progresses aussi sur des trucs tout simples, mais après t'as l'œil sur les arrivées d'eau, tu sais en fait comment ton plombier va monter la salle de bain, donc à partir de là, ça te fait gagner du temps parce que en fait quand il vient, tu lui dis tout de suite la salle de bain, elle est là, elle va faire telle taille, genre un bac de douche de tel diamètre, et c'est vrai que ça, nous c'est ce qu'on n'avait pas du tout au début, c'est-à-dire que on savait pas trop comment chiffrer les travaux à part on va dire les estimations grossières de t'as plus ou moins le nombre de mètres carrés, ça fait tant au mètre carré, mais bon ça dépend beaucoup de quel est l'artisan qui va venir, quel matériau tu vas prendre. Et derrière, on avait aussi des artisans où, pour nous, en fait, on voulait rénover l'appartement, tu vois. Et c'est vrai que dans notre tête, on n'avait pas compris qu'en réalité, quand tu mènes toi-même des travaux en tant qu'investisseur, c'est à toi à dire je veux tel matériau au sol, de tel. Il faut définir ton cahier des charges. C'est ça. Et qu'au final, son artisan derrière, il a juste à mettre ses prix à côté. Et en fait, lui déjà, il va te répondre plus rapidement à ton devis, voire peut-être même, il va sentir que si tu lui as envoyé un cahier des charges aussi précis, tu t'y connais, donc il va pas pouvoir t'amener avec des prix trop élevés. Et en plus, lui, il est content parce qu'il sait que c'est un chantier entre guillemets, pas où il y aura pas de galère, mais où il a derrière quelqu'un qui a réfléchi à tout et il va pas se retrouver à monter une salle de bain et puis que la personne n'a pas réfléchi à l'évacuation, quoi. Donc c'est vrai que ça s'apprend et nous au début on était comme toi, on n'était pas à l'aise sur le sujet. D'ailleurs, on a fait beaucoup d'OP, nos premières OP, elles étaient quasiment sans travaux. Ouais, mais au moins elles ont eu le mérite d'exister, ces opérations, tu vois. Vous n'êtes pas resté bloqué sur ça. Et t'as plein de gens en fait qui se trouvent bloqués parce que ah ouais, mais je sais pas chiffrer. Ah bah non, j'y vais pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc est-ce que du coup tu peux nous parler rapidement de ton site? Oui, alors c'est intéressant comme outil, ça peut peut-être aider plein de gens. Je pense. Ouais, on mettra déjà dans la barre de description un petit lien avec une promotion pour que tout le monde puisse découvrir ça. Le site s'appelle, c'est bien normal, ça me fait plaisir d'aider les débutants et pas que, parce que vous verrez que le site est très complet. En gros, c'est un site de chasse immobilière qui s'appelle lebienrentable.fr. Un site que j'ai racheté moi l'année dernière, pour la petite anecdote, à Quentin Doulcier. Je sais pas si vous le voyez sur les réseaux, qui est un entrepreneur de. Je le suis pas, mais je le connais de nom. Ok, donc c'est lui le fondateur du site. On va rendre à César ce qui appartient à César. Et moi, je l'ai racheté l'année dernière avec un associé. Grosso modo, c'est une plateforme dédiée aux investisseurs immobiliers qui veulent faire des bonnes affaires. Nous, notre engagement, c'est de proposer des biens sur la plateforme à plus de 7% minimum net. Voilà, 7% net minimum plutôt. Et grosso modo, comment ça se passe ? Il y a un mapping de la France. Nous, on a des chasseurs qui scannent le marché et qui rentrent les annonces. Ensuite, il y a une analyse des travaux. Tu vois, on parlait de l'importance de bien savoir estimer les travaux. Nous, nos équipes, elles sont formées pour pouvoir, à partir des informations que j'ai évoquées précédemment, pouvoir avoir un chiffrage travaux. Il y a des conseils en stratégie d'exploitation. Il y a une analyse détaillée du bien. Il y a un simulateur de renta, un simulateur de fisca, prochainement un simulateur de travaux. Bref. C'est un peu un supermarché, tu vois. Tu te balades et tu vois les opportunités d'investissement qu'il y a autour de chez toi. Voilà, pour faire très simple. Et donc, potentiellement, ça fait gagner un temps monstre, parce que plutôt que d'éplucher le bon coin, encore plus quand on n'y connaît rien au début, on sait que sur le site, c'est que des projets rentables. Donc ouais. Quand tu dis rentable, c'est au-dessus de 8-10%. C'est quoi le pourcentage qui est 7 net. 7 net, pardon. Okay. Ouais. Et donc voilà, sur toute typologie de biens, après on a quand même 70% de nos biens, c'est de l'immeuble quand même, parce que c'est ce que les gens demandent le plus. Mais on peut avoir également des petits projets de LCD, des projets de parking, des projets de coloc. Il y a vraiment un peu de tout. Le signe que vous avez et exactement. Ce qui rentre finalement dans le cahier des charges. Exactement. Et donc
Donc voilà. Donc faut déjà pas hésiter à nous suivre sur les réseaux. Et dans le process, si on est intéressé par un bien, on est mis directement en contact avec l'agent immobilier. Non, c'est avec l'agent immobilier. Après, vous faites votre petite vie avec l'agent à organiser la visite, etc. Nous, encore une fois, c'est un côté un peu intermédiaire. Le business model, c'est très simple. Tu payes un abonnement, tu as accès au bien. Voilà. Il y a différentes formules d'abonnement et en fonction de la formule, il y a accès à d'autres services tels que du coaching mensuel, tel que un espace de formation ou autre. Donc, super. Ok. Et si nos auditeurs ils veulent te retrouver, on peut te retrouver où du coup? Eh bien, dans la banlieue rennaise, si vous voulez passer me voir. Pour ceux qui sont pas loin. On mettra ton adresse en barre de description également. Programmé directement sur Waze. Ça y est, hop. Alors, je suis présent du coup sur Instagram, jérôme.rbn, où je m'efforce de partager mon quotidien d'investisseur, les petites anecdotes. Sur le podcast également, La Fabrique des investisseurs, donc il y a un peu plus de 3 ans maintenant. J'essaie d'en faire 2 par mois. Voilà, pas évident avec tout ça, mais j'essaie de m'y tenir. D'ailleurs, vous passerez bientôt sur mes ondes. Hein. On va caler une date. Et puis voilà, c'est essentiellement là. Après YouTube, j'ai une chaîne YouTube, mais que je vais redémarrer. Donc voilà. En gros, Jérôme Rubin, vous me tapez sur les réseaux, vous retrouverez à peu près où je suis. Ok. Pour finir, j'aurais aimé peut-être aborder une de tes dernières casquettes que j'ai entendues dans l'épisode, c'est celle de marchand de biens. Ouais. Ça fait combien de temps que tu as démarré, on va dire, cette partie-là de tes investissements? Ça va faire 1 an que j'ai monté la première boîte de marchand avec un premier associé et 6 mois avec le deuxième. Donc à l'instant T, j'ai 2 opérations en cours de revente. Le premier projet consiste à détacher un terrain d'une maison. Donc on fait une division parcellaire tout simplement. Donc on a déjà vendu le terrain, la maison est en fin de rénovation et elle sera revendue courant de l'été. Le deuxième projet qui est en cours, c'est la division d'un appartement en copro, un grand appart de 95 mètres carrés, et finalement qu'on va pas diviser. D'ailleurs, c'est trop long à expliquer, mais j'en parle sur mon podcast qui sortira la semaine prochaine pour le coup. Et comme quoi il est primordial de bien négocier, je vais juste parler de ça. Le projet initial, c'était de découper un appart et de le revendre à la découpe pour le coup. Et voilà. On s'est heurté à un nom de la copro, du syndic de copro, et on va le revendre en un lot. Voilà, un grand appart, projet coloc, projet RP à voir. Et on est quand même rentable sur cette version 2 de l'achat-revente. Un peu moins rentable, mais rentable quand même. Donc toujours avoir une porte de sortie également, c'est très important en marchand. Et j'ai un compromis qui devrait arriver sur un lot de 3 apparts. Et j'ai 3 autres projets en études et négociations plus ou moins avancées. Et le marchand, je m'éclate. C'est trop bien. Clairement, ça pourra faire l'office d'un autre podcast dans quelques mois quand j'aurai plus de retombées, plus de retours. Mais en fait, quand tu développes cet œil-là également, et vous le verrez si vous démarrez là-dessus, et je vous le souhaite, ce qui est mortel, c'est qu'un projet, une affaire rentable, entre guillemets, tu peux le twister entre du locatif, enfin un truc qui paraît à potentiel. Tu fais ton projet en locatif, tu vois si ça te va. Tu fais ton projet en marchand, et en fait, tu peux twister vraiment le projet et l'angler sous la manière la plus rentable pour toi. Tu vois, typiquement, le truc qui est en cours de compromis, qui va signer bientôt, c'est un lot de 3 apparts. En locatif, on est à 12%, donc c'est bien. Mais en fait, en achat-revente, on dégage entre 80 et 100 000. Donc bon, on va prendre les 80 000, tu vois. Donc, Ok, ouais, donc ça fait direct des grosses marges. Et puis en plus, je pense que c'est au bout d'un moment quand tu deviens investisseur IMO, c'est soit tu t'atteins des parcs locatifs extrêmement vastes ou comme on en parlait un petit peu au début d'épisode, ça devient compliqué de tout gérer, ou alors à un moment donné faut déléguer. Mais bon, c'est aussi un autre sujet. Où effectivement, c'est vrai que le marchand, quand on a la connaissance pour justement sourcer des opérations, voir la rentabilité, être capable d'estimer les travaux et de créer de la valeur finalement derrière, c'est peut-être vraiment je pense une étape finalement, parce que bon, on peut pas démarrer dans l'immobilier en marchand de biens, quoique, mais bon, ça c'est très difficile. Mais en tout cas, quand on a déjà une expérience, je pense, dans le locatif, en plus, toi tu avais également la casquette professionnelle de chasseur, je pense que c'est vraiment intéressant de commencer à regarder le marchand de biens et de commencer des OP pour gros aussi au début.
Et tu vois, un conseil qui peut paraître basique, mais moi, on me pose souvent la question, Jérôme, par quoi je commence? Eh ben, bon, ça dépend de la situation, mais pour moi, en fait, un achat-revente en résidence principale, quand on démarre, c'est incroyable, en fait. C'est incroyable. Tu peux potentiellement faire les travaux toi-même si c'est du rafraîchissement parce que tu as le temps. Oui. Et puis derrière, tu fais une culbute et t'es exonéré d'imposition sur la plus-value. On en parlait Et- il y a 2 épisodes sur notre podcast. Ouais, Et en vrai, moi, je serais jeune, je redémarrerais, mais je ferais, mais je le ferais pendant 5 ans, tu vois. Je le ferais tous les ans pendant 5 ans. Je sais pas si au niveau des impôts ça passerait, mais ils viennent taper, hein. J'en connais quelques-uns qui ont fait comme ça. Après, il faut être ultra carré, c'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment se constituer un dossier et justifier qu'en fait, on a vendu bien sûr, à chaque faut fois que qu'on a faut acheté. que l'histoire tienne la route. Ah, exactement, Ouais, être c'est ça, capable de exactement. raconter une bonne histoire, mais ouais, en général, ouais, si en 4 ans t'en fais 3, il y a moyen qu'ils viennent. Oui, mais C'est-à-dire qu'il y aura un redressement, mais c'est-à-dire qu'ils viennent poser la question. ouais. Parce qu'il n'y a pas 15 milliards moyens de lever énormément de cash. Effectivement, Oui. la plus-value sur la RP, franchement, c'est accessible à tout le Oui. monde. Et bon, Bah, après, t'imagines Ouais, alors les cryptos, ça pourrait être. un peu plus hasardeux, mais Et puis en moi, la plus, RP, moi je suis de formation juriste à la base, donc je vois toujours le risque et vraiment l'avantage que je vois sur l'achat-revente de résidence principale, c'est que t'es pas professionnel en fait. T'es monsieur, madame, tout le monde qui revend un Exactement. bien. Et en termes de responsabilité par rapport à celui qui constitue une SAS de marchand de biens et qui a la Exactement. garantie de vice caché auprès des acquéreurs, c'est vraiment pas pareil. Et ça, je pense qu'il y a Non, beaucoup c'est de pas gens pareil. qui ne le voient pas. Et que c'est vrai que si on veut débuter et direct se lancer là-dedans, bon, au moins la résidence principale, t'es tranquille que si derrière, effectivement, comme par exemple ça a pu t'arriver, la toiture, au moins t'as pas à le garantir. Alors que si t'étais marchand de biens et que t'as revendu un bien avec un problème de toiture, t'es sûr qu'on va se retourner contre toi. C'est clair. Donc c'est un point en plus pour appuyer ce côté achat-revente RP au démarrage. Je trouve que c'est assez puissant parce que tu vas te constituer un capital qui va être non négocié. Enfin, tu vois, quand t'es jeune, enfin, peu importe ton âge, j'ai envie de dire, mais tu prends 10, 20, 30, 40 net rapidement. Bah, en vrai, derrière, soit tu réitères, tu refais en plus gros, soit ça te fait du cash pour du locatif. Dans tous les cas, c'est trop bien. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bon, mais je pense qu'on arrive à la fin. Un grand merci en tout cas à toi d'être merci passé dans beaucoup. notre podcast pour un super épisode. C'était super cool. Bah, le plaisir est partagé. À nos auditeurs d'aller te retrouver sur tes réseaux et puis d'aller voir ton site internet et de profiter du code promo pour regarder un peu ces offres rentables. En plus, on nous demande souvent en DM justement des débutants qui ont du mal à trouver des biens, etc. Je pense que ça peut être une solution. Ouais, carrément. C'est avec grand plaisir. Merci pour votre disponibilité. On s'est calé pas trop mal, mais j'ai été à peu près épargné par la sieste des enfants, mais je les entends brailler là-haut, donc c'est que le crédit et le temps on est tombé dans la bonne fourchette. Donc parfait. Merci à toi. Merci beaucoup. Allez, à très vite. Bye bye. Je vous fais cette petite outro rapide, j'espère que vous avez apprécié l'épisode, nous on a beaucoup aimé l'enregistrer, donc le site de Jérôme c'est Le Bien Rentable, le code promo c'est Boomer, pour bien aller avec l'épisode, dans tous les cas je vous mets tous les liens dans la description, si vous avez apprécié l'épisode n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le liker, dans tous les cas on se dit à très bientôt pour d'autres épisodes, je vous remercie, ciao.